Si vous avez grandi en France, vous avez tenu une majorette dans la main. La petite voiture rouge de 7 cm, aux portes qui s'ouvraient, à la suspension qui rebondissait quand on appuyait du doigt sur le toit, celle qu'on lançait sur le carrelage de la cuisine, celle qu'on faisait comme papa. À son apogée, l'usine de Rieux-la-Pape en fabriquait jusqu'à 400 000 par jour, les expédiait dans 60 pays et tenait le premier rang mondial. Elle avait survécu à la montée de Hot Wheels, survécu aux fabricants asiatiques, survécu au basculement des enfants vers l'électronique. Elle avait tout traversé. Tout sauf une chose. Aucune de ces menaces n'a eu raison d'elle. Ce qui l'a abattue est venu de l'intérieur de ses murs. Une seule folie. Comment l'entreprise qui avait tout survécu a-t-elle pu s'effondrer sur un seul coup de folie ? Chapitre 1. Le frère qui partit. Cette histoire commence, comme tant d'histoires lyonnaises, par une affaire de famille et par une brouille. Nous sommes à Lyon, dans les années qui suivent la guerre, dans une ville qui sent encore la soie, la chimie et le métal chaud. C'est une ville de fabricants, de gens qui transforment la matière, héritiers des canuts qui tissaient sur les pentes de la Croix-Rousse un siècle plus tôt. Et dans cette ville-là, 3 frères portent le même nom et tous les 3 fabriquent des jouets. Le cadet s'appelle Émile Véron. Il est né le 26 mars 1925 dans le 5e arrondissement, sur la colline qui regarde la Saône. Élevé à l'école de la Salle, formé dans ce catholicisme lyonnais industrieux et discret qui tient le travail pour une forme de prière, il a 21 ans lorsqu'il épouse Marie-Louise Colomb, un jour de juin 1946. Retenez ce nom, Marie-Louise. C'est elle qui, 20 ans plus tard, trouvera le mot qui fera le tour du monde. Mais au commencement, ce ne sont pas les voitures d'Émile qui font parler. Ce sont les rêves de ses aînés. En 1946, l'année même du mariage d'Émile, ses 2 frères, Joseph et Paul, fondent une petite fabrique de jouets. Ils lui donnent un nom qui ressemble à un jeu d'enfant, Nos rêves. C'est leur propre nom, Véron, lu à l'envers. Et c'est aussi, disent-ils, l'écho de nos rêves, les rêves qu'on faisait, petits, quand on n'avait pas encore les moyens de les fabriquer. Le détail compte, parce qu'il dit tout d'une époque. On fonde une maison sur une nostalgie d'enfance, dans un pays qui sort des ruines et qui a faim de jouets pour ses propres enfants. Joseph, l'aîné, est chimiste. Il a appris son métier chez Rhodia Seta, une filiale de Rhône-Poulenc spécialisée dans les matières plastiques. Et c'est là, dans cette formation-là, que se loge le secret du futur. Pendant que la plupart des fabricants français de miniatures coulent encore le métal selon des méthodes héritées d'avant-guerre, Joseph Véron, lui, connaît la plasturgie de l'intérieur. Il sait ce que ce nouveau matériau, le plastique, va permettre. Des formes complexes, des couleurs dans la masse, des cadences de production qu'aucune fonderie traditionnelle ne peut suivre. Cette maîtrise précoce du plastique, dans une famille de jouetiers, c'est un avantage qui vaut de l'or. Au début, Nos rêves fait de tout. Des montres-jouets, des biberons, des garages en tôle peinte. Puis, à partir de 1953, la maison se lance dans ce qui deviendra sa spécialité, la miniature automobile en plastique à l'échelle du 43e. La toute première s'appelle la Simca 9 à ronde, une berline française que des milliers d'enfants tiendront bientôt dans le creux de la main. Le succès vient vite. En 1956, l'usine, devenue trop petite, déménage à Villeurbanne, rue du 4 août 1789. Et dans cette maison qui monte, Émile, le cadet, tient un poste essentiel. Directeur des ventes à l'exportation. Comprenez ce que cela signifie pour un homme de son tempérament. Pendant que ses frères dessinent et fabriquent, lui prend la route. Il vend les rêves de ses aînés au-delà des frontières, il négocie, il rapporte les commandes, il voit le monde et il voit ce que le monde veut. C'est le membre de la famille qui regarde vers l'extérieur, vers le grand large des marchés, et c'est, probablement, celui qui supporte le moins de ne pas décider. Tout pourrait s'arrêter là. Une belle histoire d'entreprise familiale lyonnaise, 3 frères, un nom, une réussite partagée, transmise un jour aux enfants. Sauf qu'Émile Véron n'est pas un homme fait pour le second rôle. En 1960, un désaccord profond divise les 3 frères. Sur la stratégie, sur l'avenir, sur la manière de conduire la maison. On ne connaît pas le détail des mots qui ont été échangés autour de la table familiale. On connaît le résultat, et il est sans appel. Émile Véron ne pouvait pas rester dans une entreprise qu'il ne dirigeait pas.
Ce n'était pas seulement une question d'argent ou de titre, c'était une question de nature. Il y a des hommes qui se contentent d'une place, il y en a d'autres qui ont besoin de la première. Émile était du second genre. Alors il est parti. Il a quitté le nom de famille devenu Marc, il a quitté la maison de ses frères et il a décidé de tout recommencer, seul, à quelques kilomètres de là, contre les siens. Imaginez la situation. Un homme de 35 ans, marié, père de famille, qui abandonne une position confortable dans une affaire prospère pour repartir de zéro, dans le même métier, dans la même ville, face à ses propres frères devenus concurrents. Ce n'est pas un calcul prudent, c'est un pari, et un pari personnel autant qu'industriel. La revanche est inscrite dans le geste dès le premier jour. Le 30 septembre 1961, Émile Véron fonde sa propre société. Elle ne s'appelle pas encore Majorette, elle s'appelle Rail Route Jouet, et elle est inscrite au registre du commerce de Lyon le 17 octobre de la même année. L'objet social est large, presque touchant à le relire aujourd'hui. Fabrication, achat, vente et importation de jeux, de jouets, d'articles de sport et de bimbeloterie. C'est l'objet social d'un homme qui ne sait pas encore exactement ce qu'il va vendre, mais qui sait qu'il va vendre quelque chose, et beaucoup. Au commencement, 2 univers cohabitent sous ce toit, et le nom le dit. Il y a le rail, des trains miniatures minuscules, à une échelle proche du 143e. Et il y a la route, des voitures, des camions, des autobus réduits. Autour, pour faire vivre la caisse, on vend aussi des Scooby-Doo, des hula-hoops, des porte-clés. Tout ce qui amuse et fait dépenser quelques francs aux familles du début des années 60. Mais Émile Véron, lui, a déjà tranché dans sa tête. L'avenir n'est ni dans le train, ni dans le porte-clés. L'avenir, répète-t-il, c'est la voiture miniature pour tous. Les premières sortent en 1964. Et 2 ans plus tard, sur les conseils de sa femme, la maison change de nom. Les défilés de majorettes sont alors à la mode dans les villes de France. Ces jeunes filles en uniforme qui marchent en tête des fanfares, le bâton tournoyant au-dessus de la tête. Marie-Louise propose le mot. Il colle parfaitement à ce que veut son mari. Quelque chose de gai, de populaire, de féminin presque, et qui, comme les majorettes, est toujours en tête du cortège. La société devient majorette. Les trains disparaissent peu à peu du catalogue, le rail s'efface devant la route. Et le frère qui était parti seul s'apprête à dépasser ceux qui l'a quitté. Chapitre 2. La voiture de tout le monde. Pour comprendre tout ce qui va suivre, la gloire comme la chute, il faut comprendre un choix. Un seul. Le choix qui sépare Émile Véron de tous les autres, y compris de ses propres frères. À l'époque, le marché de la miniature automobile obéit à une règle qui paraît immuable. On fabrique pour les collectionneurs. La référence absolue, c'est la fidélité. Le modèle doit ressembler à la vraie voiture jusqu'au dernier chrome, jusqu'à la dernière poignée de porte. Les grandes maisons, Dinky Toys en tête, la maison britannique qui a inventé le genre, et nos rêves justement, la maison des frères Véron, visent ce client-là. L'amateur exigeant, l'adulte qui aligne ses berlines sur une étagère vitrée et qui paye le prix de la perfection. C'est un marché noble. C'est aussi un marché étroit. Émile Véron, lui, regarde ailleurs. Il ne regarde pas l'étagère de l'adulte. Il regarde le tapis de la chambre d'enfant, le carrelage de la cuisine, le bac à sable du square. Et il prend une décision que les puristes du modélisme jugeront longtemps vulgaire. Il ne fera pas un objet de collection. Il fera un jouet. Un vrai. Un jouet qu'on lance à travers la pièce, qu'on fait rouler sous les meubles, qu'on jette dans le bac à sable et qu'on retrouve 3 jours plus tard sans qu'il soit cassé. Moins fidèle au modèle réel peut-être, moins prisé des collectionneurs de l'époque, certainement, mais infiniment plus solide, et surtout infiniment moins cher. Pour cela, il lui faut la bonne matière. Ce sera le Zamac, un alliage composé pour l'essentiel de zinc, à hauteur de 95%, avec un peu d'aluminium, de magnésium et de cuivre. Un métal qu'on injecte sous pression dans un moule qui en épouse la forme jusqu'au moindre détail et qui, une fois refroidi, ne plie pas, ne casse pas, résiste à tout ce qu'un enfant peut lui infliger. Sur ce squelette de métal, on ajoute le plastique, pour les vitres, les sièges, les accessoires, ces pièces que la maîtrise familiale du plastique permet de produire en série. Et par-dessus, des couleurs vives,
franches, des rouges, des bleus, des jaunes, des couleurs d'enfance. Le calcul est gagnant presque immédiatement. La petite voiture de Véron est robuste, gaie, accessible aux familles modestes. Une mère peut en glisser une dans un cabas le samedi matin sans déséquilibrer le budget de la semaine. Un enfant peut en posséder 10, là où, avant, il en aurait possédé une qu'on lui aurait interdit d'abîmer. C'est exactement le renversement que Véron a vu venir. La miniature cesse d'être un trésor fragile pour devenir un compagnon de jeu qu'on use jusqu'à la corde. Très vite, Majorette devient le premier fabricant français de voitures miniatures. Le frère qui était parti n'a pas seulement survécu à la rupture. Il est en train de gagner la guerre qu'il a lui-même déclarée. Et puis Véron ajoute le détail qui change tout. Le détail dont, un demi-siècle plus tard, des hommes et des femmes de 60 ans se souviendront encore les yeux fermés. La suspension. 4 roues montées sur de petits ressorts. On appuyait sur le toit et la voiture s'enfonçait, puis rebondissait. On la posait et elle penchait dans les virages tracés sur le tapis. Ce n'était pas de la fidélité au modèle réel, c'était mieux que ça. C'était du mouvement, de la vie dans le creux d'une main d'enfant. Ajoutez à cela des portes et des capots qui s'ouvrent, des plaques d'immatriculation numérotées, et vous tenez l'objet qui va marquer une génération entière. Marc Despuy, l'un des grands collectionneurs français de la marque, il en possède aujourd'hui plus de 22 000 exemplaires, dont certains valent une petite fortune, résume cette magie d'une phrase que tout le monde comprend. La Majorette, c'est la voiture de papa. Faire comme papa. Tenir dans sa main une version miniature du monde des adultes. On n'échappe pas, dit-il, à ce côté transgénérationnel. Autour de ce noyau, la gamme se construit comme on bâtit une ville. Il y a d'abord la série 100, celle des débuts, du milieu des années 60. Puis, autour de 1970, arrive la série 200, le cœur du royaume. Des voitures de 7 cm et demi, à peu près, au 64e, vendues dans un emballage qui deviendra une signature reconnaissable entre toutes, le fameux blister rouge. Viennent ensuite la série 300, avec ses attelages, la voiture qui tire une remorque, un bateau, un kayak, puis la série 600 et ses gros camions semi-remorques. Et plus tard, des modèles plus imposants encore, des limousines américaines longues comme la main, des tracteurs agricoles, des bétonnières dont le tambour tourne pour de vrai. Mais Véron ne se contente pas de fabriquer des voitures, il fabrique des mondes. Il lance les Majokits, des décors urbains qu'on emboîte les uns dans les autres, des morceaux de trottoir, des panneaux de signalisation, des feux tricolores, des lampadaires, des façades de bâtiments. De quoi transformer une chambre d'enfant en ville miniature, où les petites voitures rouges ont enfin des rues à parcourir, des carrefours à respecter, des garages où rentrer le soir. Il y aura même plus tard des fantaisies que les enfants s'arrachent, des voitures aux roues parfumées au chocolat, à l'orange, à la pomme, et des modèles à fenêtres magiques qui changent d'image selon l'angle du regard. En 1976, Majorette passe à la télévision française pour la première fois. La petite voiture lyonnaise entre dans les salons aux heures où les enfants regardent l'écran et où ils tirent leurs parents par la manche. Derrière toute cette inventivité, il y a un homme tout entier. Émile Véron n'est pas un gestionnaire prudent penché sur ses comptes. C'est un passionné, un homme de mouvement. Il pilote des avions de tourisme, il aime la vitesse, l'altitude, le geste large. Son slogan personnel, celui qu'il répète à qui veut l'entendre, tient en 4 mots. La passion de l'action. C'est ce tempérament qui a fait la fortune de Majorette. Une volonté de foncer, de créer, de lancer 10 idées pour qu'une seule réussisse, de ne jamais s'arrêter au sommet d'une vague pour attendre la suivante. Une énergie qui, pendant près de 20 ans, va soulever une entreprise entière au-dessus de tous ses concurrents. C'est aussi, on le verra, ce même tempérament qui la fragilisera. La passion de l'action, quand elle ne connaît plus de limites, devient la passion de la dispersion. Mais pour l'instant, dans ces années où la France des 30 Glorieuses achève sa longue course de prospérité, tout réussit à Émile Véron. Et au nord de Lyon, dans une commune ouvrière dont le nom n'évoque rien à personne en dehors de la région, une usine s'apprête à devenir le plus grand atelier de jouets automobiles du monde. Chapitre 3. La fourmilière.
Le nom de cette commune, il faut le retenir, parce qu'on le confond toujours. Ce n'est pas Villeurbanne. Villeurbanne, c'était les frères, c'était nos rêves, l'autre maison, la rivale. Le royaume d'Émile Véron, lui, s'est construit à Rieux-la-Pape, au nord de Lyon, dans la zone industrielle de Périca. Une grande usine, au 110 de la rue du Companès. Environ 20 000 mètres carrés de hall et de presse. Et autour, d'autres sites qui forment un archipel industriel. Un atelier à Caluire-et-Cuire, une vaste plateforme logistique à Rérieux, dans l'Ain, à 23 km de là, par où transitera bientôt l'Europe entière du jouet miniature. L'entreprise déménagera et s'agrandira tant de fois que ses propres dirigeants en perdront le compte. Toujours trop à l'étroit, toujours débordé par ses propres commandes. Imaginez que vous arrivez devant ces grilles un matin des années 70. Avant même de franchir l'entrée, vous entendez la pulsation. 170 presses à injecter, fonctionnant jour et nuit, des plus petites, de 5 tonnes, aux plus puissantes, de 400 tonnes. Un bruit sourd, régulier, mécanique, qui fait partie du paysage sonore de Rieux, comme la cloche fait partie d'un village. Les habitants du quartier ne l'entendent même plus. Ils ne le remarqueraient que le jour où il s'arrêterait. À l'intérieur, l'air a une odeur que rien d'autre ne produit. L'odeur tiède et un peu sucrée du zamac fondu mêlée à celle du plastique chaud. Une odeur que les anciens ouvriers reconnaîtraient encore aujourd'hui, des décennies après avoir quitté l'atelier. Vous traversez d'abord la fonderie, là où le métal en fusion est injecté dans les moules d'acier et ressort, en quelques secondes, sous la forme reconnaissable d'une carrosserie brute, grise, encore brûlante. Puis vous arrivez à ce qui est peut-être le cœur du royaume, la chaîne de peinture. 400 mètres de long. 400 mètres pendant lesquels des milliers de carrosseries nues défilent, suspendues à des crochets, avant de passer dans 3 cabines électrostatiques où la couleur vient se déposer en un nuage fin, attiré par la charge électrique du métal, sans une coulure, sans un manque. Plus loin, 17 groupes de tempographie impriment les détails qui donnent vie à l'objet, les numéros de course, les logos, les bandes, les phares. Et dans un coin que les visiteurs remarquent rarement, une machine au nom étrange, la roboforme, grave les empreintes des moules par électro-érosion, mordant l'acier avec des étincelles pour y inscrire en creux la forme d'une future voiture. Majorette n'est pas un atelier d'artisans penchés sur leur établi. C'est une usine d'avant-garde qui a adopté très tôt la conception assistée par ordinateur, à une époque où le mot lui-même est encore neuf dans la bouche des ingénieurs français. Tout y est pensé pour la cadence, pour le volume, pour la répétition parfaite du même geste 1 million de fois. Et le chiffre qui sort de tout cela, au fait de la prospérité, dépasse l'entendement. Jusqu'à 400 000 voitures miniatures par jour. Par jour. Sans interruption, expédiées vers 60 pays. À ce moment-là, la petite société du frère qui était parti seul en 1961 est devenue le plus grand fabricant de voitures miniatures du monde. Pas le plus grand de France, pas le plus grand d'Europe, le plus grand du monde. Mais une usine, ce ne sont jamais seulement des machines, ce sont des mains. Rieux-la-Pape, dans ces années-là, c'est une commune populaire du nord lyonnais, peuplée d'ouvriers venus de partout. Le bassin de Lyon est une terre d'immigration ouvrière ancienne et dense. Des Italiens, installés depuis longtemps, des Portugais, arrivés par vagues dans les années 60 et 70, fuyant la dictature et la misère, des familles venues d'Algérie et du Maghreb, des Turcs. Dans les ateliers de la région, ce sont souvent ces hommes et ces femmes-là qui tiennent les postes, qui surveillent les presses, qui assemblent les pièces, qui peignent, qui contrôlent une à une les voitures avant qu'elles ne partent dans leurs blisters rouges. La plupart ne laisseront pas leur nom dans les archives de l'entreprise. Mais sans eux, il n'y aurait pas eu de 400 000 voitures par jour. La petite voiture rouge que tenait un enfant à Bordeaux, à Lille ou à Strasbourg était sortie des mains d'une ouvrière de Rieux dont il n'apprendrait jamais le nom et dont les propres enfants, peut-être, jouaient avec les mêmes voitures sur un autre tapis. Il y a même, dans l'histoire de Majorette, un détail qui dit tout de son enracinement dans la chair de cette ville. Aux heures de très forte production,
quand les commandes affluaient plus vite que la chaîne ne pouvait suivre, l'usine ne suffisait plus. Alors on faisait appel à des ménagères, des femmes du quartier qui emportaient des pièces chez elles et les assemblaient à domicile, sur la table de la cuisine, entre deux tâches du ménage, payées à la pièce. Une partie de la France a grandi avec des voitures dont une partie avait été montée dans une cuisine de Rieux. C'est ce qui explique, comme le dit le collectionneur Marc Despouy, ce lien si particulier, presque charnel, entre la marque et les Lyonnais. Majorette n'était pas une entreprise simplement installée dans la ville. Majorette était dans les maisons, sur les tables, dans les mains des mères. La ville était un peu Majorette, et Majorette était la ville. Au-dessus de tout cela, les bureaux finissent par occuper un curieux immeuble en forme de pentagone, avenue de l'Hippodrome, avec ses espaces paysagers modernes qui sentent la réussite des années 70. Et l'usine, elle, grandit à un rythme que les chiffres peinent à rendre crédible, environ 30% par an, année après année, pendant près de 20 ans. 30%. Un chiffre qui, dans n'importe quelle salle de conseil d'administration d'aujourd'hui, ferait passer celui qui l'annonce pour un illuminé ou un menteur. Et au sommet de cette fourmilière, un homme qui n'a pas oublié d'où il vient et qui s'apprête à faire quelque chose que peu de patrons français ont osé. Chapitre 4. Le patron qui partageait. En 1977, Émile Véron prend une décision qui ressemble à l'homme, généreuse, audacieuse et lourde de conséquences qu'il ne mesure pas encore. Il introduit Majorette à la Bourse de Lyon le 7 décembre. Et il ne garde pas la richesse pour lui seul. Convaincu depuis toujours de ce qu'il appelle la participation, cette idée que l'ouvrier doit avoir une part dans l'entreprise qu'il fait vivre, il distribue une large part du capital à ses propres salariés sous forme d'actions. Comprenez bien ce que cela veut dire dans la France ouvrière de cette époque. À Rieux, l'ouvrière qui monte des suspensions à la chaîne et le contremaître qui surveille la peinture deviennent, à leur échelle, propriétaires d'un morceau de l'usine. L'action est lancée à 234 francs. Dans les années qui suivent, sa valeur sera multipliée par 18. Des familles ouvrières du Nord lyonnais voient l'épargne qu'on leur a remise gonfler comme jamais elles n'auraient osé l'imaginer. Louis Tanneberger, le financier qui a piloté cette entrée en bourse, parlera bien plus tard d'Émile Véron comme d'un homme de génie et d'un visionnaire. Pour les salariés, en tout cas, le patron qui partage n'est pas un slogan accroché au mur de la cantine. C'est une ligne sur leur relevé, un chiffre qui monte, une preuve qu'on a eu raison de lui faire confiance. Retenez bien cette confiance-là. Elle rend la suite de l'histoire plus cruelle encore. Cette même fin des années 70 voit Majorette poser un geste lourd de sens, le rachat de Solido. Solido, c'est l'autre grand nom français de la miniature, le fabricant des modèles de collection, celui que les puristes respectent et que les enfants regardent sans y toucher. À l'époque, la maison est moribonde, à bout de souffle. Et c'est Véron, l'homme du jouet populaire et bon marché, qui rachète le fabricant du modèle de prestige. Le tapis de l'enfant absorbe l'étagère du collectionneur. Il y a, dans ce rachat, comme une revanche symbolique de tout ce qu'Émile Véron a toujours défendu. Mais cette acquisition révèle aussi l'autre versant de son caractère, ses convictions et son obstination à les imposer, même contre l'évidence commerciale. Véron est un antimilitariste affirmé, profond, sincère. Or Solido possède une gamme de véhicules militaires, des chars, des canons, des half-track miniatures. Véron d'abord refuse net de la reprendre. Pas question pour lui de gagner de l'argent avec des engins de guerre. Il faut toute la persuasion patiente d'un de ses dirigeants, Nino Bucci, directeur général sur le site d'Oulin, pour le faire changer d'avis. C'est Bucci qui, contre les réticences du patron, fera sortir en 1984 une opération spéciale militaire, qui rencontrera, ironie de l'histoire, un franc succès commercial. Le patron pacifiste s'était trompé sur le marché, mais il avait fini par écouter l'homme du terrain. Cette capacité à céder devant un collaborateur de confiance, à se laisser convaincre par celui qui sait, c'est encore la marque d'un dirigeant solide. Pour l'instant. Car autour du noyau de Rieux, Émile Véron construit désormais une galaxie. Une constellation de sociétés se met à graviter autour de la marque. Il y a Majorette Distribution,
confiée à un homme nommé Yves Lansart. Il y a Vérem, créé à la fin de 1984. Il y a Majorette Pub, lancé l'année suivante pour fabriquer les modèles publicitaires à l'effigie des grandes marques et dirigé par Robert Gilloin. Il y a Solido Pub, sa jumelle. Et puis, plus discrète, plus personnelle que toutes les autres, il y a une holding qui porte un nom qu'il faut absolument retenir pour la suite de cette histoire. Goujet. La holding personnelle d'Émile Véron. À ce stade, en pleine prospérité, ce n'est qu'un rouage parmi d'autres dans une mécanique florissante. Un instrument financier comme en possèdent tous les grands patrons. Plus tard, ce nom-là, Goujet, sera celui par lequel la justice entrera dans la vie d'Émile Véron. L'Empire, lui, devient véritablement planétaire. Majorette ouvre des filiales sur tous les continents, en Allemagne, en Australie, en Autriche, au Brésil, au Canada, en Espagne, en Italie, au Japon, au Portugal, au Royaume-Uni, à Singapour. En 1982, une filiale de distribution s'installe même aux États-Unis, en Floride, à Miami. Elle ne fera jamais de l'Amérique un grand marché pour la marque. La petite voiture française n'y percera jamais vraiment face aux géants locaux. Mais elle existe, modeste avant-poste d'une ambition mondiale. Au Brésil, des sous-traitants locaux fabriquent des majorettes sous licence dans la zone franche de Manaus, en pleine Amazonie, pour contourner les droits de douane qui protègent le marché brésilien. La petite voiture, née sur une table à dessin lyonnaise, roule désormais dans les chambres d'enfants du monde entier. Et puis, il y a ce que tout cela permet, à Rieux même, pour les gens qui font tourner les presses. Le travail à Majorette, dans ces années-là, c'est un emploi stable dans un bassin où l'industrie tient encore le haut du pavé. C'est un salaire, une feuille de paie qui tombe chaque mois, et pour beaucoup, ces actions qui donnent le sentiment, rare pour un ouvrier, d'être un peu plus qu'un exécutant, d'avoir une part dans l'aventure commune. Au plus fort de son activité, à la fin des années 80, l'usine du Nord lyonnais emploie près d'1 millier de personnes. La CGT et la CFDT y sont solidement implantées. On y discute, on y négocie, on y défend les conditions de travail. C'est une véritable communauté, avec ses fiertés de métier, ses rythmes partagés, ses solidarités d'atelier. Une communauté qui croit, comme son patron, que cela va durer toujours. Émile Véron, à ce moment précis, a tout réussi. Le frère qui était parti seul, contre les siens, avec presque rien, est devenu un capitaine d'industrie décoré, chevalier de la Légion d'honneur, officier de l'Ordre national du mérite. Il a bâti, à partir de rien, le plus grand fabricant de jouets automobiles du monde. Il a enrichi ses propres ouvriers. Il a donné à une commune ouvrière du Nord lyonnais une fierté et une identité. Tout, autour de lui, dit la réussite absolue. Et c'est précisément au sommet, quand le sol semble le plus ferme, que les hommes comme Émile Véron cessent de regarder où ils mettent les pieds. Chapitre 5. Le sommet. Il faut maintenant s'arrêter sur un instant précis. Le sommet. Le point le plus haut. Celui à partir duquel toute la suite ne sera qu'une lente descente. Même si, vu d'en haut, baigné de soleil, personne ne le sait encore. Cet instant, c'est la fin des années 80. En 1989, Majorette annonce un chiffre d'affaires de 700 millions de francs, en progression de 40% sur la seule année précédente. 70% de ce chiffre est réalisé hors de France, à l'exportation. La marque est distribuée dans 60 pays. Elle est, depuis bientôt 2 décennies, le premier fabricant mondial de sa catégorie, sans rival sérieux pour le volume. Pour une entreprise née sur la seule décision d'un homme de fabriquer des voitures pour tous, c'est un sommet vertigineux, le genre de réussite qu'on raconte dans les écoles de commerce. Voyez la scène telle qu'elle se présente à la charnière de cette décennie. À Rieux, les presses tournent sans relâche, près de 1000 personnes vivent de l'usine et les actions qu'on leur a distribuées valent 18 fois leur prix de départ. À l'étranger, les filiales prospèrent, d'Osaka à Sao Paulo, de Sydney à Lisbonne. Et à la tête de tout cet empire, un homme de 64 ans, décoré par la République, qu'on présente partout comme un génie et un visionnaire, et qui, désormais, le croit lui-même. Émile Véron est, à cet instant, l'un des industriels français les plus accomplis de sa génération. Le cadet qu'on n'avait pas voulu laisser décider a dépassé tout le monde.
y compris ses frères restés à Villeurbanne. Et pourtant, ce sommet repose déjà sur un sol qui bouge. Le monde du jouet, celui-là même qu'Émile Véron a conquis et qu'il croit connaître mieux que quiconque, est en train de se transformer sous ses pieds. Et les signaux, à qui sait les lire, sont déjà là. De l'autre côté de l'Atlantique, un géant nommé Mattel, avec sa gamme Hot Wheels, a compris avant les Français ce que coûte la main-d'œuvre en France et ce que rapporte celle de l'Asie. Il a déjà commencé à déplacer sa production vers des pays à bas salaire. En Asie, justement, des fabricants à bas coût montent en puissance, capables de produire pour une fraction du prix de revient d'une voiture sortie de Rieux. Et plus loin encore, presque invisible pour un homme qui ne pense qu'en voitures de métal et de plastique, une autre menace grandit, plus profonde que toutes les autres. L'électronique, les consoles, les premiers jeux vidéo. Ces nouveaux jouets happent l'attention des enfants et raccourcissent l'âge où l'on délaisse les petites voitures pour autre chose. Le terrain même sur lequel Majorette a bâti sa fortune commence à se dérober. Au sommet de sa gloire, Émile Véron ne regarde pas vers ces nuages qui s'amassent à l'horizon. Il regarde plus haut encore. L'homme qui a tout réussi dans le jouet commence à se rêver ailleurs, dans la grande industrie française qu'il faudrait réformer, dans le pays qu'il faudrait redresser, peut-être même dans l'arène politique. Sa devise, la passion de l'action, qui l'a si bien servi pendant 30 ans, le pousse désormais à vouloir être partout à la fois, industriel, mécène social, bâtisseur d'empire mondial, et bientôt davantage encore. C'est précisément au moment où son entreprise, attaquée de 3 côtés à la fois, aurait eu le plus grand besoin d'un patron entièrement tourné vers elle, que ce patron-là va commencer, peu à peu, à regarder ailleurs. C'était l'apogée, le point le plus haut. Mais derrière ce sommet, le monde était déjà en train de se refaire. Plus vite que l'usine, plus vite que l'homme. Et personne, à l'intérieur de ces murs où les presses frappaient encore sans relâche, jour et nuit, n'entendait le bruit que faisait ce monde en changeant. Chapitre 6. Le bruit du monde qui change. Le déclin de Majorette ne commence pas par un coup de tonnerre. Il commence par un décalage. Un léger décalage entre un homme qui regarde encore le monde tel qu'il l'a conquis et un monde qui a déjà commencé à se conquérir lui-même autrement. Au début des années 80, la France des 30 Glorieuses est morte sans qu'on l'ait vraiment enterrée. Les chocs pétroliers ont rebattu les cartes, le chômage s'est installé, et dans l'industrie du jouet comme ailleurs, la règle a changé. Ce qui faisait la force de Majorette, fabriquée en France, près de Lyon, des centaines de milliers de voitures par jour, avec une main-d'œuvre nombreuse et qualifiée, devient peu à peu son fardeau. Car de l'autre côté du monde, on fabrique la même chose pour bien moins cher. Le concurrent le plus dangereux a un nom que tous les enfants connaissent. Hot Wheels, la gamme du géant américain Mattel. Et Mattel a fait, des années plus tôt, le calcul que Véron refuse encore de faire. Il a quitté les pays à haut salaire pour produire en Asie, en Malaisie notamment. Pendant que la voiture de Rieux sort d'une usine, où l'on paie des salaires français, des charges françaises, des ouvriers protégés par des conventions françaises, la voiture concurrente sort d'ateliers où la main-d'œuvre coûte une fraction de ce prix. À qualité comparable, dans les rayons des grandes surfaces, l'écart finit toujours par se voir sur l'étiquette. Voici le paradoxe qu'il faut regarder en face, parce qu'il est exactement l'inverse de la légende. On a parfois raconté qu'Émile Véron se serait perdu en fonçant tête baissée vers l'étranger. La vérité documentée est contraire. Véron a tardé à délocaliser. Il a tardé justement par fidélité. Par fidélité à ses salariés à qui il avait distribué des actions, à ces familles de Rieux dont l'épargne reposait sur l'usine, à cette idée de la participation qui était la sienne depuis le premier jour. Déplacer la production en Asie, c'était trahir tout ce qu'il avait bâti et clamé. Alors il a attendu. Pendant que ses concurrents prenaient de l'avance, lui a attendu. Sa première réponse à la pression asiatique n'est donc pas une réponse de comptable. C'est une réponse d'inventeur. En 1989, Majorette lance les Sonic Flashers, des voitures dotées de phares clignotants et de bruitages électroniques, sirènes de police, 2 tons de pompiers, que l'enfant déclenche d'une pression. C'est malin, c'est nouveau, et c'est un succès considérable,
jusque sur le marché américain que la marque n'avait jamais vraiment su prendre. Pour un instant, l'innovation française tient tête à la concurrence des prix. Pour un instant seulement. Car il y a, dans cette réussite même, une ironie qui dit tout de l'époque. Les puces électroniques qui font clignoter et hurler ces petites voitures françaises, ces puces-là venaient elles-mêmes d'Asie. Même quand il innovait pour échapper à l'Asie, Émile Véron en dépendait déjà. Et derrière Hot Wheels, derrière l'Asie, une lame de fond plus profonde encore est en train de soulever le marché tout entier. Les enfants changent. Ce que les spécialistes du jouet appellent, dans leur jargon, le phénomène des enfants qui grandissent plus vite, l'âge où l'on abandonne les petites voitures pour autre chose recule d'année en année. Et cette autre chose, ce sont les consoles, les premiers jeux vidéo, l'électronique de loisirs qui happe le regard et l'argent de poche. La voiture miniature, l'objet sur lequel Émile Véron avait tout misé 30 ans plus tôt, n'est plus tout à fait au centre du monde de l'enfance. Le terrain se dérobe sous le royaume. Un homme entièrement tourné vers son entreprise aurait peut-être entendu ce craquement. Mais à la fin des années 80, Émile Véron, lui, écoutait déjà une autre musique. Chapitre 7. Bangkok. La décision était devenue inévitable, et Émile Véron le savait. On ne tient pas indéfiniment des salaires français contre des salaires asiatiques. La fidélité a un coût, et ce coût, à un moment, l'entreprise ne pouvait plus le payer. Alors, fort d'un chiffre d'affaires de 400 millions de francs en 1986, Majorette franchit le pas qu'elle avait si longtemps repoussé. Elle part en Thaïlande. Le lieu s'appelle Navanakorn, une zone industrielle de la province de Pathum Thani, aux portes de Bangkok. Majorette y achète une usine. À son ouverture, au tout début de l'année 1988, elle est modeste. Très vite, elle ne le sera plus. Le site passe de 1000 m² à 13 000. Il finit par employer entre 650 et 700 personnes. La production de rieux commence à glisser, atelier par atelier, vers l'autre bout du monde. Les raisons ? Le directeur général Richard Mamez les exposera plus tard avec une franchise que rien n'adoucit. Les ouvriers thaïlandais étaient, selon ses propres mots, payés nettement moins que les Français. Voilà la mécanique, énoncée sans détour. On ne déplace pas une usine de rieux à Bangkok pour la qualité du climat. On la déplace pour la ligne du bas du bilan. Et ce qui se passe alors, c'est ce que ces décisions produisent toujours, partout, quel que soit le pays, quel que soit le produit. La qualité change. Pas du jour au lendemain, pas d'une manière qu'on puisse pointer du doigt sur une seule voiture. Mais peu à peu, sûrement. Le châssis de métal cède la place à un châssis de plastique bon marché. Les portes qui s'ouvraient sont désormais soudées, fixes. Les suspensions à ressort, ce détail magique, ce rebond que des millions d'enfants avaient dans la main, disparaissent. Les accessoires mobiles s'effacent. La peinture se fait plus grossière. La petite voiture qui sortait de Rieux était un objet pensé, fignolé, vivant. Celle qui sort de Navanakorn est un produit. Moins cher, plus rentable, et privé, lentement, de ce qui faisait son âme. C'est le sort de toute délocalisation racontée honnêtement. Elle sauve des coûts et elle tue ce qu'on ne savait pas mettre dans une colonne de chiffres. À cela s'ajoute une acquisition au Portugal, une ligne nommée Novacar, parce qu'il faut produire toujours plus de modèles à toujours moindre coût. L'Empire continue de s'étendre géographiquement au moment même où son cœur, à Rieux, commence à se vider de sa substance. On pourrait croire qu'à cet instant critique, le fondateur s'est penché jour et nuit sur l'usine pour piloter cette mutation dangereuse. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Au moment où Majorette avait le plus besoin de lui, Émile Véron avait la tête ailleurs, très loin de Bangkok, très loin, même, du jouet. Chapitre 8. Le pavé dans la mare. Il faut comprendre quel homme était devenu Émile Véron au milieu des années 80. Un homme qui avait tout réussi,
et que la réussite n'avait pas rassasié. Un homme qui regardait la France de haut, du haut de son empire et du haut de ses petits avions, et qui se disait que ce pays-là, après tout, on pourrait peut-être le redresser comme on redresse une entreprise. En 1984, il publie un livre, 192 pages, chez Albin Michel, au titre qui dit tout de son état d'esprit. Pour en sortir, le pavé dans la mare par un grand chef d'entreprise. Ce n'est pas un livre sur le jouet, c'est un programme. Le programme d'un homme qui ne se voit plus seulement industriel, mais sauveur. Il fonde dans la foulée un mouvement qu'il nomme « Réussir », et il caresse un projet qui, chez tout autre, ferait sourire. Se présenter à l'élection présidentielle de 1988. Pour porter cette ambition, il voit grand, comme toujours. Il loue le stade de Gerland, à Lyon, pour y tenir un meeting nocturne avec des écrans vidéo géants. Il y convie ses collaborateurs, jusqu'à ceux de Solido. Une expérience coûteuse, spectaculaire, et qui tourne court. La candidature n'ira pas à son terme. Le patron de génie n'était pas un homme politique, et le pays ne l'a pas suivi. Mais regardez la date, regardez bien. Le livre, le mouvement, le stade de Gerland, le rêve présidentiel, tout cela se déroule exactement dans les années où Hot Wheels grignote ses parts de marché, où l'Asie monte en puissance, où l'électronique commence à détourner les enfants, où il faudrait tout repenser de l'outil de Rieux. C'est au pire moment de la mutation de son marché qu'Émile Véron détourne son énergie, son temps et son argent vers une aventure qui n'a rien à voir avec son entreprise. La passion de l'action, devenue passion de la dispersion. L'homme qui voulait tout être, industriel, mécène, écrivain, homme politique, a cessé pendant ces années décisives d'être pleinement ce qu'il était d'abord, le patron de Majorette. Et puis il y a le dernier geste, le plus intime, celui qui, des années plus tard, conduira un fondateur décoré de la Légion d'honneur devant un tribunal. En décembre 1991, alors que l'entreprise va déjà mal, Émile Véron fait racheter 100 000 actions Majorette par sa holding personnelle, cette société nommée Gouget, dont il faut se souvenir qu'elle apparaissait déjà, discrète, au milieu de sa galaxie florissante. Rien d'illégal à racheter des actions. Sauf que le montant de ces titres, plus de 10 millions de francs, n'est pas payé par la holding, qui en devient propriétaire. Il est payé par la société Majorette elle-même, par l'entreprise en difficulté, par la caisse commune. Dit autrement, le patron a fait payer par l'entreprise qui vacille l'achat d'actions au bénéfice de sa propre holding. L'argent de tous, au service du patrimoine d'un seul. C'est ce que la loi française appelle un abus de biens sociaux. Et c'est cela, bien plus que n'importe quelle erreur de stratégie industrielle, qui constitue la véritable faute morale de cette histoire. Pas un pari géographique manqué. Un dirigeant qui, au moment où ses ouvriers actionnaires regardaient l'usine fléchir, a confondu la trésorerie de la maison commune avec la sienne. À cet instant, le sort de Majorette est presque scellé. Reste à le voir se réaliser. Chapitre 9. La chute. Dès 1989, les pertes deviennent inévitables. À partir de 1990, les marchés s'effondrent. Le 25 novembre 1992, Majorette déclare la cessation de ses paiements. L'entreprise qui fabriquait 400 000 voitures par jour ne peut plus payer ses dettes. Le premier fabricant mondial de sa catégorie est placé en redressement judiciaire. 31 ans après la rupture fraternelle qui l'avait fait naître, le royaume d'Émile Véron est à terre. En avril 1993, une société parisienne reprend Majorette. Elle s'appelle Idéal Loisirs. Dans son capital vient d'entrer, à hauteur de plus du tiers, un groupe de Hong Kong, Playmates Toys. Les premières mains étrangères se posent sur la marque lyonnaise. La reprise a un prix. Près de 400 personnes sont licenciées. Les actions distribuées avec tant de fierté 15 ans plus tôt, celles qui avaient été multipliées par 18, ne valent plus rien. Le titre est retiré de la cote.
Ceux qui avaient fait confiance aux patrons qui partageaient perdent à la fois leur emploi et leur épargne. Une déléguée du personnel, Bernadette Portier, témoigne à l'époque devant les caméras. Sa voix est l'une des rares à nous être parvenue de l'intérieur, dans le fracas de ces journées. Émile Véron, lui, ne sombre pas. Il rebondit aussitôt, fonde avec sa femme une nouvelle société, baptisée Cibot. L'homme de la passion de l'action ne sait pas s'arrêter, même à la fin. Mais la justice, désormais, s'est invitée dans sa vie. Émile Véron et son fils Alexandre, qui occupaient des fonctions au commercial export, sont mis en examen en 1993. En 1995, le tribunal correctionnel de Lyon rend son jugement. Le motif ? Abus de biens sociaux. L'affaire Gouget, c'est 10 millions de francs d'actions payés par l'entreprise. La peine ? 1 an de prison avec sursis et 100 000 francs d'amende. Le ministère public en avait réclamé davantage, 18 mois avec sursis et 500 000 francs. Voilà ce qui restait, devant un juge, de l'homme de génie et visionnaire. Pas un industriel terrassé par la mondialisation. Un fondateur condamné pour avoir fait payer à sa propre entreprise, dans ses derniers souffles, l'achat d'actions au profit de sa holding personnelle. Et pour l'usine de Rieux, la condamnation du fondateur n'était pas la fin. C'était à peine le commencement d'une longue agonie. Car une fois passée dans des mains étrangères, Majorette allait être transmise, revendue, restructurée, de propriétaire en propriétaire, comme un objet dont plus personne ne savait vraiment quoi faire. Chapitre 10. Les mains étrangères. Suivez la chaîne. Elle dit tout du destin d'un fleuron passé de main en main. D'abord Idéal Loisirs, devenu Société Nouvelle Majorette, dirigée un temps par Marie-Claude Rondeau. Puis, en janvier 1996, l'entreprise passe sous le contrôle d'un groupe allemand, Triumph Adler, un fabricant de matériel de bureau qui se diversifie dans le jouet. Des cadres allemands s'installent à Rieux. Cornelia Seiler, Kai Koppen, Thomas Trautmannsdorf, Dietmar Scheiter. À partir de 1997, c'est Richard Mamez, l'homme qui avait piloté la Thaïlande, qui prend la direction du renouveau. On tente tout pour sauver la marque. On diversifie. Des garages, des environnements de jeu, des motos miniatures, une gamme militaire baptisée Squad Forces, des premiers modèles radiocommandés. On investit 25 millions de francs dans un nouveau logo signé par une agence parisienne. On crée même une filiale de sous-traitance, Majotech, pour rentabiliser les presses inactives en fabriquant des tournevis, des bidons pour le camping, des garde-boue de vélo. Les machines qui avaient produit des rêves d'enfants produisent désormais des pièces détachées sans âme. Et les plans sociaux s'enchaînent. La production portugaise, 60 personnes, est transférée vers la Thaïlande, où l'on est désormais 600. Le site de Caluire est rapatrié sur Rieux. Un nouveau plan provoque le départ de 93 employés, le 7e depuis 1990. À chaque tour de vis, l'usine du Nord lyonnais se vide un peu plus. Triumph Adler finit par se désengager. Et l'on arrive à l'automne 2001. Les 8 et 9 octobre 2001, en comité central d'entreprise extraordinaire, à Rieux, le couperet tombe. Le projet, licencier 237 personnes sur les 330 que compte encore le site français. Fermer le bureau d'études. Fermer le service publicitaire. Fermer toute la production. Le site avait affiché 5,9 millions d'euros de pertes en 2000. Il en prévoyait 5,5 pour 2001. La direction propose 110 reclassements dans d'autres usines françaises. Le délégué de la CGT s'appelle Moïse Marcelino. Il dit, simplement, ce que des milliers d'ouvriers pensent. Qu'on a posé des questions sur la réindustrialisation du site et qu'on n'a pas obtenu de réponse de la direction. Faute de réponse, les syndicats n'ont pas donné leur avis sur la restructuration. Un rapport d'experts, pourtant, concluait à la nécessité de réindustrialiser. À Rérieux, sur la plateforme logistique,
Les salariés bloquent les sorties. Mais rien n'y fait. Le 31 janvier 2002, l'usine mère ferme ses portes. La production devient entièrement thaïlandaise. Un journal résume tout d'un titre, à la veille de Noël 2001. Majorette, fabriquée à 100% en Thaïlande. L'ex-fleuron français du jouet achève sa délocalisation. Voilà comment meurt, non pas d'un coup, mais par étapes, une entreprise que l'on disait immortelle. La marque, elle, ne disparaîtra pas tout à fait. Elle continuera de passer de main en main. Le groupe jurassien Smoby la reprend en juin 2003. Puis viennent un nouveau redressement, un fonds d'investissement, une liquidation prononcée le 8 juillet 2010. Et au bout de cette longue chaîne, Majorette devient la propriété du groupe allemand Simbadiki, qui la détient aujourd'hui encore. Une marque allemande, fabriquée en Thaïlande. Il faut mesurer la dernière ironie de cette histoire. À quelques kilomètres de Rieux, à Villeurbanne puis à Vaux-en-Velin, l'autre maison existe toujours. Norève, la maison des frères. Celle qu'Émile Véron avait quittée en claquant la porte en 1960 pour faire mieux, plus grand, tout seul. Norève avait même été candidate au rachat de Majorette en faillite. Le frère qui était parti pour les dépasser a vu son empire passer aux mains étrangères et filer en Asie. La maison qu'il avait quittée, elle, est restée. Elle est toujours là, lyonnaise, vivante. Chapitre 11. Ce qui reste. Émile Véron est mort le 20 novembre 2013, à 88 ans. Il a été inauguré quelques jours plus tard, dans l'église de Saint-Bernard, ce village de l'Ain où il s'était retiré. Le fondateur du plus grand fabricant de voitures miniatures du monde s'est éteint loin du bruit des presses, dans le silence d'une campagne. À Rieux-la-Pape, l'usine est toujours là. 25 259 mètres carrés de hall. On les a reconvertis. Là où l'on moulait 400 000 voitures par jour, on a aménagé une centaine de petites cellules pour des artisans et des entreprises, des espaces de 50 à 70 mètres carrés, livrés à la fin des années 2010. On y entrepose des cartons. On y range des archives. Le bâtiment qui produisait l'enfance d'un pays abrite désormais, entre autres, une société d'archivage. Le lieu qui fabriquait la mémoire des autres est devenu un endroit où l'on conserve celle qu'on veut bien garder. Les presses se sont tues. La chaîne de peinture de 400 mètres n'existe plus. L'odeur tiède du zamac fondu a quitté les murs. Les ouvrières qui montaient les suspensions, les ménagères qui assemblaient des pièces sur leur table de cuisine, les délégués qui négociaient, les actionnaires d'un jour qui avaient cru à la part promise, tous sont partis, dispersés, vieillis, certains oubliés. Et pourtant, il reste quelque chose. Quelque chose que ni la Thaïlande, ni les mains allemandes, ni la liquidation judiciaire n'ont pu emporter. Il reste la petite voiture rouge. Elle est dans un tiroir, au fond d'un grenier, dans une boîte à chaussures gardée par un père devenu grand-père. 7 cm et demi de zamac et de plastique. Une carrosserie aux couleurs vives. Des portes qui s'ouvrent encore, parfois. Et cette suspension qui, si l'on appuie dessus du bout du doigt, rebondit toujours, exactement comme au premier jour, comme sur le carrelage d'une cuisine de Rieux il y a 40 ans. C'est la voiture de papa. C'est faire comme papa. C'est l'objet d'enfance que des millions de Français reconnaîtraient les yeux fermés, sans même savoir qu'il était né d'une brouille entre 3 frères, qu'il avait fait le tour du monde, qu'il avait enrichi, puis ruiné des ouvriers, et qu'un tribunal avait un jour jugé l'homme qu'il avait imaginé. Émile Véron voulait tout être à la fois. Il a été presque tout. Et à force de vouloir tout être, il a fragilisé ce qu'il avait su, lui seul, faire naître. Le monde a changé plus vite que son usine. Et l'usine, à la fin, est partie sans lui. Il reste les murs, à Rieux. Il reste le silence à l'intérieur, là où il y avait le bruit. Et il reste, dans la main d'un enfant devenu vieux, une petite voiture qui rebondit encore.